Nous avons eu l'habitude de considérer Elon Musk comme le prophète d'une ère nouvelle. Nous avons regardé d'immenses tours d'acier, les Starships, décoller et atterrir, convaincus que Mars n'était qu'une question d'années. Mais en avril 2026, un silence de mort s'est installé dans les chats privés des ingénieurs de SpaceX et de la NASA. Les rapports officiels font état de tests réussis avec enthousiasme. Mais les chiffres de la télémétrie racontent une autre histoire. Nous avons atteint un plafond. Les fusées chimiques sont des technologies du 19e siècle poussées jusqu'à l'absurde. Brûler du méthane et de l'oxygène pour soulever une masse dont 90% est constituée par le carburant lui-même, c'est comme essayer de traverser l'océan sur un avion en papier en lui mettant le feu à la queue. En 2026, alors que l'humanité s'est retrouvée face à la tâche d'intercepter un objet se déplaçant à 150 km par seconde, une évidence s'est imposée. Avec le méthane, nous ne rattraperons même pas notre propre ombre. Ce qu'il nous faut, ce n'est pas une combustion, c'est une fission. Faisons le calcul. L'impulsion spécifique des meilleurs moteurs chimiques est d'environ 450 secondes. C'est la limite physique de la combustion. Pour atteindre Mars en 3 mois au lieu de 9, il nous faut au moins 900 secondes. Pour rattraper des objets anormaux dans la ceinture de Kuiper, 3000 secondes et plus. En 2026, est apparu le terme de captivité du carburant. Nous sommes prisonniers de la gravité terrestre et de la faible efficacité de la chimie. Toute mission au-delà de la Lune est aujourd'hui un aller simple pour la santé de l'équipage à cause des radiations cosmiques. Plus le voyage est long, moins on a de chances d'en revenir vivant. La solution n'a pas été trouvée dans les laboratoires du futur, mais dans des dossiers poussiéreux estampillés top secrète datant de 1965. Le projet Orion. L'idée la plus folle et la plus grandiose de l'humanité. En ce moment même, alors que vous écoutez ce texte, les archives du laboratoire de Los Alamos conservent les plans d'un vaisseau de 4000 tonnes qui devait être propulsé par des explosions nucléaires, littéralement. Le vaisseau éjecte une bombe atomique par l'arrière, elle détonne, l'onde de choc frappe une plaque de poussée massive équipée d'amortisseurs, et cet engin titanesque fonce vers l'avant. Dans les années 60, les calculs ont montré qu'un tel vaisseau pourrait emmener une expédition sur Saturne en 6 mois. Pourquoi l'a-t-on arrêté ? Officiellement, à cause du traité d'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère de 1963. Mais en 2026, de nouvelles données ont fait surface. Le projet Orion n'a pas été fermé pour des raisons écologiques. Il a été stoppé parce que, lors de tests au sol, les systèmes de contrôle d'Orion ont capté un signal qui ne provenait pas du moteur. Le système a interprété les explosions comme des impulsions de réponse venant de l'espace profond. Pourquoi en avons-nous besoin maintenant ? En février 2026, un satellite espion chinois a détecté dans la zone de Jupiter une signature thermique qui ne peut appartenir ni à une comète, ni à un astéroïde. L'objet a effectué une manœuvre avec une accélération de 5G. Aucune chimie n'est capable d'une telle prouesse. Pour comprendre ce que c'est, nous devons être là-bas. Et le seul moyen d'arriver à temps est d'ouvrir les archives nucléaires. Le projet russe Zeus, alias Nuclon, et le projet américain Draco ont soudainement reçu des financements illimités. Nous ne construisons pas des remorqueurs nucléaires pour une exploration pacifique. Nous les construisons parce que nous avons compris que quelqu'un est apparu dans le système solaire. Quelqu'un qui n'est pas limité par l'impasse du méthane. Et si nous ne créons pas un moteur à neutrons rapide dans les 18 prochains mois, nous serons comme les indigènes voyant arriver les caravelles de colons avec pour seules armes des arcs et des flèches. Le rythme ralentit, un bourdonnement inquiétant s'intensifie. En mars 2026, au quartier général du commandement de l'espace des États-Unis, US Spacecom, à Colorado Springs, s'est produit un événement qui n'a pas encore fait la une des journaux, mais qui a transformé à jamais le contenu des briefings confidentiels au Kremlin et à Pékin. Sur les écrans du système de détection des objets lointains est apparu un point, indexé sous le nom de Target 9 ou Cible 9. Les données primaires des radars du système Haystack ont montré que l'objet provenait de la constellation d'Ophiuchus. Sa trajectoire n'avait rien de commun avec les orbites elliptiques des comètes ou des astéroïdes. C'était une ligne droite, tracée à travers le système solaire, à une vitesse de 0,05% de la vitesse de la lumière. Mais ce n'est pas la vitesse qui a choqué, c'est la trajectoire de freinage. Cible 9 a commencé à ralentir près de l'orbite de Neptune, utilisant une manœuvre gravitationnelle
qui ne pouvait pas être accidentel. À cet instant, tout est devenu clair. Ce n'est pas un rocher de glace mort, c'est un appareil. Et il se dirige délibérément vers nous. Pourquoi ce silence ? Parce que la découverte de Cible 9 a instantanément rendu caducs tous les traités internationaux sur l'espace Pacifique. En 2026, le protocole Damoclès 0 a été activé. Selon ce règlement, tout pays possédant la technologie pour intercepter un tel objet obtient un droit de contact prioritaire. Mais il y a un problème. Pour intercepter un objet se déplaçant à une telle vitesse, il faut un moteur capable de fonctionner à pleine puissance pendant des semaines. Les moteurs chimiques du Starship ou du SLS sont inutiles ici. Ils s'épuisent en quelques minutes. À ce moment-là, les dirigeants mondiaux ont compris. Celui qui construira le premier remorqueur nucléaire ne sera pas seulement le détenteur d'une nouvelle technologie, mais l'unique représentant de la Terre face à ce qui surgit du néant. La course la plus sale et la plus coûteuse de l'histoire a commencé. La course pour le feu nucléaire dans l'espace. Analysons ce qui est assemblé fébrilement dans les hangars secrets. Oubliez l'atome civil. Le projet Draco de la DARPA et le Zeus russe ne sont pas des centrales électriques. Ce sont des réacteurs à neutrons rapides volants, en cycle ouvert ou fermé. Le principe est aussi simple qu'effrayant. On prend le cœur d'un réacteur, on le chauffe à des températures de 3000 Kelvin, et on y injecte un fluide de propulsion, généralement de l'hydrogène. L'hydrogène se dilate instantanément et est expulsé par la tuyère à une vitesse phénoménale. C'est ce qu'on appelle la propulsion nucléaire thermique, PNT. Son efficacité est 2 à 3 fois supérieure à n'importe quel équivalent chimique. Mais il y a un détail que les ingénieurs évitent d'évoquer en public, l'échappement sale. Dans les moteurs à cycle ouvert, le fluide de propulsion est en contact direct avec le combustible radioactif. À la sortie de la tuyère, on obtient un jet de plasma radioactif incandescent. En réalité, chaque allumage d'un tel moteur est une micro-explosion de bombes sales en orbite. En 2026, les normes écologiques ont été purement et simplement balayées. Quand Cible 9 a franchi l'orbite de Saturne, l'écologie n'était plus une priorité. La priorité était l'interception. En avril 2026, le premier affrontement ouvert a eu lieu. La station orbitale chinoise Tiangong a détecté la manœuvre d'un prototype américain Draco. Les Américains ont testé un système d'injection par impulsion, qui a permis de réduire de moitié le temps d'accélération. En réponse, Roscosmos a annoncé l'accélération de l'assemblage du remorqueur nucléaire Nuclon sur la plateforme du module de transport et d'énergie, TEM. L'intrigue réside dans le fait que Zeus, Nuclon, utilise un schéma radicalement différent, la propulsion nucléaire électrique, PNE. Le réacteur génère des mégawatts d'électricité qui alimentent des moteurs ioniques. C'est plus lent au démarrage, mais cela permet à l'appareil de manœuvrer pendant des années. Les États-Unis et la Chine misent sur le sprint, la Russie sur l'endurance. Mais pendant que les ingénieurs se disputaient sur les concepts, Cible 9 a fait ce que personne n'attendait. Elle s'est divisée. À l'approche de la ceinture d'astéroïdes, 3 fragments de plus petite taille se sont détachés de l'objet principal. Et ils ne se sont pas dirigés vers la Terre. Ils ont mis le cap sur la Lune, Mars et le point de Lagrange où se trouve le télescope James Webb. En 2026, le monde a basculé dans un avant et un après. Nous avons compris que notre supériorité technologique était une illusion. Nous construisons des fusées nucléaires qui risquent de contaminer notre orbite pour des millénaires, simplement pour avoir le temps de poser une question. Qui êtes-vous ? Mais il y a l'envers du décor. Le fonctionnement d'un réacteur nucléaire dans l'espace est un enfer pour l'équipage. La ceinture de radiation du vaisseau lui-même crée une zone d'exclusion de plusieurs centaines de mètres. Les astronautes sur ces vaisseaux vivront derrière des boucliers de plusieurs mètres de lithium et de beryllium, enfermés dans ce qui s'apparente à des sarcophages volants. L'ironie est que, pour rencontrer les autres, nous devons nous-mêmes devenir quelque chose de pas tout à fait humain, des appendices biologiques d'un réacteur nucléaire fonçant dans le vide. Imaginez un matin où vous vous réveillez et comprenez que tout ce en quoi vous croyiez hier n'a plus d'importance. Le monde a été plongé dans un silence de l'information. Les chaînes officielles continuaient de diffuser des publicités et des nouvelles sportives, mais ceux qui savent lire entre les lignes ont remarqué. Tous les plus grands astronomes de la planète ont cessé de mettre à jour leurs blogs simultanément, et les plus grands observatoires, du Chili à Hawaï, ont été placés sous protection militaire.
La cause, c'était elle. Cible 9. Une fois l'orbite de Saturne franchie, il est devenu impossible de la cacher, même pour les amateurs équipés de bons télescopes. Mais ce n'était pas ce point dans le ciel qui effrayait, c'était le comportement des gouvernements. Au lieu de convoquer une session extraordinaire de l'ONU et d'annoncer la plus grande découverte de l'histoire, les superpuissances ont commencé à agir comme des prédateurs ayant repéré une proie. Ce n'était pas un moment d'unité pour l'humanité, c'était un moment de fracture totale. Nous avons été confrontés à ce que les couloirs de la NASA et de Roscosmos ont appelé l'effet du premier contact. Quand la peur que le voisin soit plus rapide l'emporte sur la peur de l'inconnu lui-même. Pourquoi l'espace a-t-il soudainement ressemblé au Far West en 2026 ? Parce que Cible 9 ne faisait pas que passer, elle freinait. Et cela signifiait que l'objet avait une destination. Et cette destination se trouvait à l'intérieur de notre système solaire. À cet instant, le droit international, bâti pendant des décennies par des juristes, est tombé en poussière. Le traité de l'espace de 1967, interdisant l'appropriation des corps célestes, est devenu un simple bout de papier. Dans des rapports confidentiels du Pentagone qui ont fuité sur le réseau, le terme « actif existentiel » est apparu. Son sens est simple, n'importe quel débris technologique, n'importe quel signal ou artefact provenant de Cible 9 fait automatiquement de son propriétaire le maître de la Terre pour les 100 prochaines années. La plus grande opération de rachat hostile de l'histoire a commencé. Pendant que les citoyens ordinaires discutaient du prix de l'essence, de véritables batailles se déroulaient en orbite pour s'emparer des meilleures fenêtres de lancement pour les intercepteurs. Mais qui devait partir ? Nous touchons ici à l'aspect le plus sombre de la course de 2026. Les remorqueurs nucléaires, achevés à la hâte en orbite, n'étaient pas conçus pour des voyages confortables. C'étaient des machines spartiates et cruelles, où chaque kilogramme superflu représentait une perte de vitesse. Les équipages de ces vaisseaux savaient qu'ils n'étaient pas des héros de films hollywoodiens. Ils étaient des condamnés, enfermés dans des capsules exiguës à côté d'un cœur nucléaire pulsant. Des journalistes d'investigation ont mis la main sur les enregistrements des entretiens des candidats pour la mission d'interception. C'étaient des gens qui acceptaient volontairement des doses de radiation dépassant de loin toutes les normes autorisées, simplement pour être les premiers sur zone. Les psychologues ont noté un phénomène étrange. L'instinct de survie avait disparu chez les astronautes. Il avait été remplacé par un fanatisme religieux. Ils croyaient que toucher Cible 9 était un saut vers l'immortalité, même si leur corps biologique devait brûler par le mal des rayons une semaine après le contact. Pendant cette période a débuté ce que les historiens appelleront la grande reconfiguration. Les coalitions changeaient chaque semaine. Les États-Unis, réalisant qu'ils ne parviendraient pas à achever le système de refroidissement de leurs réacteurs, ont entamé des négociations secrètes avec l'ISRO indienne. La Chine, en réponse, a activé des protocoles de coopération avec des sociétés militaires privées pour protéger son secteur dans la mer des Pluies sur la Lune. Là où, selon les calculs, l'un des fragments de Cible 9 devait se poser. Le monde s'est retrouvé au bord d'une guerre nucléaire, non pas sur Terre, mais au-dessus d'elle. Chaque lancement de fusées lourdes s'accompagnait d'une escorte de chasseurs et de systèmes de guerre électronique. Nous sommes allés dans l'espace, non pas comme des explorateurs, mais comme des soldats entrant dans un bâtiment piégé. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne savait si Cible 9 elle-même observait ce remue-ménage. S'il s'agit d'une sonde automatique d'une autre civilisation, comment évalue-t-elle notre agression ? Comme une invitation au dialogue ou comme un virus à stériliser avant qu'il ne s'échappe de sa planète ? Vers le milieu de l'année, la situation s'est tendue à l'extrême. Des radiotélescopes en Australie ont capté un signal émanant des fragments de l'objet. Mais ce n'était ni un code mathématique, ni un message de bienvenue. C'était un flux de données qui imitait nos propres codes militaires d'il y a 50 ans. Cible 9 ne se contentait pas de nous connaître. Elle utilisait notre passé pour communiquer avec nous. Pourquoi utiliser de vieux codes ? La réponse a choqué les cryptographes. L'appareil testait notre capacité de déchiffrement. C'était un examen. Et pendant que les superpuissances se pointaient leurs missiles, l'objet s'insérait doucement sur une trajectoire qui le menait droit vers la zone de silence sur la Lune. Celle-là même où, il y a 50 ans, le Lunocode 1 s'était tu. La boucle était bouclée. Nous avons compris que notre passé, notre présent et notre futur effrayant venaient de se rencontrer en un seul point. En 2026, l'humanité s'est sentie pour la première fois
non pas comme le sommet de la création, mais comme l'un des participants d'un processus dont nous ignorons les règles. Nous avons construit nos propulseurs nucléaires en espérant la puissance de l'atome, mais face aux technologies de cible 9, cela ressemblait à une tentative de combattre un laser avec une massue. Et pourtant, l'ordre de départ a été donné. Le premier remorqueur nucléaire s'est détaché de la station orbitale, laissant derrière lui une trace ionique, comme une cicatrice dans le ciel. La course pour le droit de posséder l'avenir est entrée dans sa phase finale, la plus dangereuse. Chapitre 4. L'ingénierie des ténèbres et le syndrome de la solitude. Voix off, ton bas, insinuant, sur fond de bourdonnement monotone des systèmes de survie. L'espace n'a jamais été silencieux, mais à bord d'un vaisseau au cœur nucléaire, ce silence acquiert un poids physique. Imaginez une structure longue de 100 mètres. À une extrémité pulse furieusement la zone ouverte du réacteur. À l'autre, un minuscule module habitable où 3 personnes tentent de garder la raison. Entre les deux, le vide. Et de fines poutres en titane. Ce n'est pas l'Enterprise, ni le Starship. C'est un sarcophage volant où la radiation n'est pas une menace abstraite de manuels scolaires, mais une réalité quotidienne que l'on sent sur sa peau. Les ingénieurs appellent cela la démangeaison radioactive. Même à travers les boucliers multicouches, les particules à haute énergie transpercent le corps. Les astronautes décrivent d'étranges éclairs derrière leurs yeux clos, des phosphènes. Chaque minute, chaque seconde, des balles invisibles traversent votre rétine, laissant d'infimes traces dans la matrice de votre conscience. Vous ne faites pas que voler vers une cible, vous vous désintégrez lentement avec le combustible de votre réacteur. L'ironie de cette nouvelle ère spatiale est que le seul moyen d'atteindre d'autres mondes est de transformer son propre vaisseau en zone d'exclusion. À l'intérieur d'un tel vaisseau, le temps s'écoule différemment. Le grondement des pompes faisant circuler le lithium liquide pour refroidir le cœur devient votre propre pouls. S'il change de tonalité, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, cela signifie que le métal s'évaporera l'instant d'après. Cette peur éternelle de l'enfer technologique forge une psychologie d'équipage particulière. Les gens cessent de parler de chez eux. La Terre dans le hublot ne semble plus être un berceau, mais une planète étrangère, infiniment lointaine, dont les problèmes, inflation, frontières, politique, ressemblent à une agitation de microbes. Le terme de solitude nucléaire est apparu. Les équipages des intercepteurs ont commencé à se percevoir comme une nouvelle branche de l'évolution. Homo nucleus. L'homme n'existant que grâce à une explosion contrôlée dans son dos. Les archives des services psychologiques contiennent des rapports sur la façon dont les pilotes commencent à percevoir le réacteur comme un être vivant. Ils lui donnent des noms, ils lui parlent dans les moments de dépression. Car dans ce vide noir, le réacteur est la seule chose qui leur donne la chaleur et la vitesse pour rattraper l'objet. Mais pour cette chaleur, ils réclament leur futur biologique. Pendant qu'une poignée d'hommes brûlait dans les rayons de leur propre moteur, en bas, sur la planète, débutait ce que les sociologues ont appelé le grand figement. La présence de cible 9 dans le ciel est devenue la dominante de la vie. Ce n'était pas une panique de film d'extraterrestres, c'était une apathie silencieuse et visqueuse. Pourquoi faire carrière si quelque chose pend dans le ciel, capable d'effacer votre civilisation par une simple manœuvre gravitationnelle? L'économie a commencé à se restructurer sous des directives de survie. Tout ce qui ne concernait pas l'espace et l'énergie a perdu sa valeur. L'or, les actions des géants technologiques, la crypto, tout cela est devenu dérisoire face aux réserves d'isotopes et d'eau pure. Le monde s'est transformé en un atelier géant au service de la course nucléaire. Ceux qui, hier encore, concevaient des réseaux sociaux, réécrivaient fébrilement des algorithmes de systèmes de guidage pour les intercepteurs. Nous sommes tous devenus les otages d'un seul point dans le ciel. Mais le phénomène le plus étrange fut celui des radiocultes. Partout dans le monde, des gens ont commencé à assembler des antennes artisanales, tentant de capter le murmure de l'objet. Et le plus terrifiant, c'est qu'ils le trouvaient. Ce n'étaient pas des messages sensés, mais des modulations basse fréquence qui résonnaient avec le rythme alpha du cerveau humain. Des millions de personnes ont commencé à faire les mêmes rêves, d'interminables couloirs de lumière et la poussière froide de la Lune. L'objet a commencé à reprogrammer l'inconscient collectif de l'humanité avant même que nous n'ayons touché sa surface. Le moment critique est arrivé quand les données des télescopes ont confirmé que Cible 9 utilisait la gravité des planètes non seulement pour accélérer, mais qu'elle changeait leurs orbites. De façon infime,
de quelques millimètres, mais c'est physiquement impossible pour un corps naturel. Cela signifiait que nous n'avions pas affaire à un vaisseau au sens classique. Nous avions affaire à un outil de reformatage de la réalité. Dans les états-majors des superpuissances, le chaos s'est installé. Si cette chose peut déplacer des planètes, nos missiles nucléaires sont pour elle comme des cure-dents pour un éléphant. Et pourtant, l'ordre rattrapé et capturé n'a pas été annulé. Au contraire, les enjeux ont grimpé en flèche. Les gouvernements ont compris. Si ne serait-ce qu'une pièce de cet outil tombait entre les mains de l'ennemi, l'équilibre des forces sur Terre disparaîtrait à jamais. Nous avons lancé une chasse aux dieux, armée de masse. Les vaisseaux intercepteurs sont devenus des arsenaux volants. On a commencé à y installer des systèmes qui n'avaient jamais été testés dans l'espace. Des lasers de classe mégawatt et des harpons cinétiques. Nous sommes arrivés sur la dernière ligne droite, non pas avec un rameau d'olivier, mais avec un pistolet chargé sur la tempe. Et le plus terrible dans cette situation était le silence de l'objet. Il ne répondait pas aux salutations, ne réagissait pas aux menaces. Il allait simplement vers la mer des pluies, comme si nous n'étions qu'une poussière importune sur son chemin. Une poussière qui avait soudainement appris à briser l'atome. Il y a une certaine ironie sombre dans le fait que le destin d'un futur ultra-technologique se soit finalement retrouvé lié à un morceau de ferraille rouillé dans la mer des pluies. Quand les fragments de l'objet ont entamé leur descente finale vers la surface lunaire, tous les radars du monde ont pointé vers le même point. Ce lieu n'a pas été choisi par les stratèges du Pentagone ou de Shanghai. C'est Cible 9 elle-même qui l'a choisi. Les coordonnées avaient été fixées dès 1970, quand le Lunocode 1 soviétique avait laissé ses premières traces dans la poussière. Mais pourquoi lui ? Pendant des décennies, nous avons considéré cet appareil comme un monument de la pensée technique de l'URSS, un explorateur paisible qui avait simplement fini son temps. Mais dans les archives secrètes du bureau d'études Lavochkin, dormaient des documents qui, aujourd'hui, font blanchir les cheveux des agents de renseignement les plus aguerris. Il s'avère que le Lunocode 1 n'était pas seulement un laboratoire mobile. Dans son châssis, derrière des couches d'isolation thermique et de blindage, se cachait un bloc qui ne figurait officiellement sur aucune liste d'équipements. Un objet connu dans les cercles d'initiés sous le nom de bloc 15K. Pourquoi un appareil soviétique aurait-il eu besoin d'un dispositif fonctionnant sur des principes considérés à l'époque comme de la théorie spéculative ? En 2026, tout est devenu clair. Les physiciens soviétiques avaient détecté une anomalie dès les années 60. Lors de la télémétrie laser de la Lune, ils recevaient des échos qui ne pouvaient pas être de simples réflexions de lumière. On avait l'impression que sous le régolithe de la mer des pluies se trouvait quelque chose qui réagissait aux signaux artificiels venant de la Terre. Le bloc 15K a été conçu comme un pont cryptographique. C'était une tentative de parler à la Lune. Les ingénieurs soviétiques, travaillant sous le contrôle étroit des services secrets, ont implanté dans la mémoire de l'appareil les signatures étalons des éléments chimiques terrestres et des constantes mathématiques, chiffrées en code analogique. Ils espéraient que s'il y avait quelqu'un sur la Lune, il reconnaîtrait ce code. Et ils avaient raison. 55 ans plus tard, Cible 9 a répondu à cet appel. Elle est venue chercher sa clé, celle-là même que nous avions laissée, sans réaliser quelle porte elle ouvrait. Imaginez la scène que fixent actuellement les satellites espions. La plaine grise et sans vie de la mer des pluies. Et au centre de ce vide, une petite casserole d'acier sur 8 roues. Vers ce point, de toutes parts, à la limite des capacités de leurs moteurs, foncent les modules d'atterrissage des superpuissances. Ce n'est plus de la science, c'est un pillage spatial à l'échelle planétaire. Les astronautes qui sortent des sas des remorqueurs nucléaires voient devant eux non pas un simple artefact, mais un hôtel. Au-dessus du lunocode plane un fragment de l'objet, un monolithe miroir colossal qui ne reflète pas la lumière mais semble l'absorber. La température dans la zone d'atterrissage oscille entre le zéro absolu et des valeurs anormales qui défient toute explication. Les instruments saturent. L'électronique des scaphandres modernes commence à bugger, affichant des séries de chiffres sans sens. La seule chose qui continue de fonctionner dans cette zone, ce sont les circuits à relais primitifs du vieil appareil soviétique. Nous avons bâti un monde numérique, mais face à une intelligence supérieure, il s'est révélé être un château de cartes, tandis que le fer brut des années 70 a tenu bon. Mais le plus terrifiant a commencé quand le premier détachement a atteint le corps du lunocode. Selon des enregistrements audio qui ont fuité, la surface de l'appareil s'est mise à briller d'une douce lumière bleue. Ce n'était pas de l'électricité, c'était un transfert de données à un niveau que nous pouvons à peine imaginer.
L'objet a commencé à lire l'histoire de l'humanité à travers cette vieille interface. À cet instant, une crise de commandement a éclaté. Les chefs d'expédition ont reçu des ordres contradictoires. Certains devaient protéger le Lunocode à tout prix, d'autres devaient le détruire si une capture par les concurrents devenait inévitable. Nous avons apporté sur la Lune nos peurs terrestres et notre cupidité. À quelques mètres du plus grand mystère de l'univers, des hommes se visaient avec des armes automatiques adaptées au vide. Sur Terre, le monde s'est figé devant les écrans. La retransmission directe depuis la Lune, hachée par les parasites, est devenue l'événement unique et absolu de l'histoire de notre espèce. Nous avons vu une main humaine, dans l'épais gant d'un scaphandre, s'étendre vers le châssis du Lunocode 1. Et à cet instant, le ciel au-dessus de la mer des pluies a commencé à changer de couleur. L'espace noir s'est mis à virer au pourpre. Les capteurs gravitationnels de tous les vaisseaux en orbite ont simultanément enregistré un choc d'une puissance inouïe. La Lune a littéralement tressailli. Ce n'était pas un séisme, c'était une activation. Le système qui nous attendait depuis un demi-siècle avait accepté la clé. Que contient cette clé ? Aujourd'hui, les experts supposent que le bloc 15K ne contenait pas seulement des données mathématiques. On y avait inséré les coordonnées de la Terre et un marqueur biologique humain. Les savants soviétiques, sans le savoir, avaient créé une entre guillemets preuve de présence. Maintenant que l'objet a reçu ce marqueur, les règles du jeu ont changé. Nous ne sommes plus des observateurs. Nous sommes devenus les participants d'un processus lancé il y a des millions d'années. Les fragments de cible 9 ont commencé à s'aligner en une structure géométrique complexe au-dessus de la surface lunaire, formant ce qui ressemble à une porte colossale. Et pendant que sur Terre, les politiciens se disputent sur la souveraineté, les rares personnes debout dans la poussière de la mer des pluies comprennent « Nous n'avons plus de pays, nous n'avons plus d'armée. Il n'y a qu'un petit groupe d'humains devant une porte s'ouvrant sur l'abîme. Et le seul moyen d'y entrer est d'oublier tout ce qu'on nous a enseigné ces 5000 dernières années. Car Cible 9 n'accepte pas de conditions. Elle n'offre qu'un choix, évolution ou déconstruction. Et le temps de la réflexion a pris fin à la seconde même où la vieille carte soviétique a commencé à émettre son signal final dans le vide. Au moment précis où les vieux contacts de cuivre du Lunocode 1 ont fermé le circuit, le monde que nous connaissions a cessé d'exister. Ce ne fut pas une explosion. Il n'y eut pas d'éclair de lumière aveuglante ou de son de trompette biblique. Quelque chose de bien plus terrifiant s'est produit. Un changement de paradigme instantané. Dans le ciel de la mer des pluies, les distorsions gravitationnelles de l'objet se sont effondrées en un point unique, d'un noir infini, qui a aspiré non seulement nos espoirs de domination mondiale, mais notre orgueil lui-même. Les remorqueurs nucléaires, pour lesquels nous avons dépensé des billions de dollars et risqué de transformer notre orbite en décharge radioactive, se sont figés. En présence de Cible 9, nos réacteurs à neutrons rapides ressemblaient au feu de camp des hommes primitifs face à la fusion thermonucléaire. Nous étions si fiers de notre capacité à briser l'atome, nous y voyions notre ticket d'entrée dans la cour des grands. Mais ce jour-là, nous avons compris. L'atome n'est pas un ticket. C'est juste le premier babil d'une civilisation qui vient d'apprendre à gratter des allumettes dans une pièce remplie de dynamite. Quelle a été notre erreur principale ? Nous sommes allés vers Cible 9 comme des envahisseurs. Nous avons apporté des canons, des lasers et des protocoles secrets pour le partage des territoires. Nous pensions que l'univers était une carte que l'on pouvait découper avec des frontières. Mais le cosmos nous a répondu par un silence glacial. Il s'est avéré que nous n'intéressons pas l'objet en tant que sujet politique. Nous ne l'intéressons pas en tant qu'Américains, Russes ou Chinois. Pour la force qui est venue chercher la clé soviétique, nous ne sommes qu'une espèce biologique qui vient à peine de franchir le seuil du bruit technologique. Toute notre année 2026, toute notre course aux armements et notre paranoïa nucléaire ne sont rien de plus qu'une agitation de fourmis ayant trouvé un gadget égaré. Nous avons essayé de forcer Dieu avec un pied de biche, oubliant que notre capacité même à penser fait déjà partie de son algorithme. Maintenant que les portes sont ouvertes, la question principale n'est pas de savoir qui a gagné la course pour le Lunocode. La question est, sommes-nous prêts au fait que l'humanité n'est plus le centre de l'univers ? Regardez ces vaisseaux dérivant dans la poussière lunaire. Les équipages qui se considéraient comme des sacrifiés pour la grandeur de leur nation regardent maintenant par les hublots la réalité se déliter autour d'eux. Nous avons prouvé que nous pouvions sortir du berceau en utilisant le feu nucléaire, mais nous l'avons fait en gardant le doigt sur la détente. Serons-nous partie de la communauté galactique ?
Ou avons-nous simplement activé le programme antivirus de l'univers ? Car si une civilisation s'élance dans le grand espace sans avoir appris à s'entendre sur sa propre planète, elle est une menace. Peut-être que Cible 9 n'est pas venu pour nous donner des technologies, mais pour poser son diagnostic final. Et à en juger par le fait que nos meilleurs intercepteurs nucléaires flottent maintenant, impuissants, dans le vide, ce diagnostic est peu réjouissant. Nous sommes des enfants dangereux, jouant avec le feu, dans une maison en bois. Nous sommes à l'aube de la plus grande remise à zéro de l'histoire. Toutes nos disputes sur les frontières, les monnaies et les idéologies sont devenues de la poussière en cette année 2026. Le ciel au-dessus de nous n'est plus un vide romantique parsemé d'étoiles. C'est une autoroute animée, sur le bas-côté de laquelle nous venons d'être projetés. Et nous allons devoir choisir. Soit nous continuons de construire nos sarcophages nucléaires et de mesurer la puissance de nos ogives en attendant qu'une autre cible nous efface purement et simplement comme une expérience ratée. Soit nous trouvons la force de reconnaître que nous sommes une seule espèce, un seul équipage, minuscule et vulnérable, sur un petit vaisseau bleu qui vient d'entrer dans les eaux tumultueuses du grand univers. Vous demanderez, qu'est devenu le Lunocode ? Il est resté là-bas, petit témoin d'acier de notre premier élan, naïf et pur, vers les étoiles. Il a rempli sa mission, il a transmis la clé. Maintenant, la clé est entre nos mains. Mais aurons-nous la sagesse de ne pas essayer de tuer quelqu'un avec cette clé ? Regardez par la fenêtre. Là, derrière la couche de smog et les lumières des villes, pend la lune. Elle est la même qu'il y a des milliers d'années. Mais à partir d'aujourd'hui, elle vous regarde différemment. Vous sentez ce froid ? Ce n'est pas le froid du vide, c'est le froid de la prise de conscience. Nous ne sommes plus seuls, nous ne sommes plus les maîtres. Nous faisons la queue pour un examen qu'il est impossible de réussir séparément. Alors, que deviendrons-nous ? La dernière génération de sauvages nucléaires ou les premiers citoyens de la galaxie ? Le choix vous appartient, mais souvenez-vous, dans l'espace lointain, personne n'entendra votre cri à l'aide. On n'y entend que les signaux qui portent en eux la logique de la paix et non celle de la guerre. Le temps presse, le réacteur est lancé et il n'y a plus de retour possible.